Tu vois, ben là, voilà, il y a déjà... Ah, mais tu fais chier. Tu veux pas sortir? Monsieur Comte, bonjour. Donc, vous êtes professeur de droit à Paris 2 et directeur de l'Institut de criminologie. Et aujourd'hui, on vous rencontre dans le cadre d'un dossier donc, qui est la parole de l'enfant, la crédibilité que l'on peut porter en justice à la parole de l'enfant, aux dépositions de l'enfant. Et justement, vous vouliez introduire ce sujet en nous parlant des dépositions en justice des mineurs. Oui, c'est un sujet assez délicat que celui de la parole des enfants devant un juge. Ce n'est pas un sujet qui est particulièrement nouveau, mais on a connu une sensible évolution, me semble-t-il, dans la façon dont on conçoit les propos de l'enfant devant un juge. On est passé, disons, en caricaturant peut-être un peu, d'une période où on avait une défiance systématique à l'égard des propos qu'un enfant pouvait tenir. Il y a même eu une époque où on a inventé un concept de la mythomanie infantile, à une période qui est la nôtre, où, à entendre certains intervenants, il faudrait systématiquement, au contraire, préjuger favorablement de la véracité des propos, voire des accusations d'un enfant. Et ça s'est particulièrement senti au moment de la célèbre affaire d'Outreau. Certains considérant que, ou bien on avait totalement déconsidéré la parole de certaines victimes et qu'on leur avait par conséquent refusé la reconnaissance de cette qualité de victime, et d'autres considérant au contraire qu'on avait accordé trop de crédit aux propos des enfants. Et je pense que la vérité est comme souvent entre les deux, et qu'il n'y a aucune raison de sacraliser les propos d'un enfant. L'enfant peut se tromper comme un adulte, l'enfant peut mentir comme un adulte, l'enfant peut être manipulé par sa famille, par ses parents, et vouloir accorder systématiquement du crédit à ce qu'un enfant dit, au motif qu'il est un enfant, ce serait, me semble-t-il, multiplier les risques d'erreurs judiciaires. Il faut enregistrer les déclarations de l'enfant, bien sûr, mais garder une certaine distance à leur égard et faire preuve de beaucoup de précautions. Il ne s'agit ni de refuser à l'enfant un statut de victime lorsque ce statut correspond à la réalité, ni accorder systématiquement confiance à ce qu'il dit, parce que sinon, c'est la présomption d'innocence qui à terme va être remise en cause. Et il y a dans ces affaires, et je crois que c'est ce qui contribue à rendre les débats en la matière à la fois trop passionnés, trop irrationnels, il y a cette manière de trop transformer en faits divers, en tout cas certaines affaires. Et les mêmes qui vont s'indigner parce que, paraît-il, dans une affaire, on n'a pas reconnu à des enfants leur véritable qualité de victime, le même va s'indigner quelque temps plus tard parce que un instituteur s'est suicidé à la suite des accusations d'un enfant, accusations dont il va être établi plus tard qu'elles étaient mensongères. Et donc cette justice un peu irrationnelle, cette justice d'opinion, elle est versatile. Et je pense que la seule justice qui soit, c'est une justice rationnelle, raisonnée, et qui par conséquent ne traite pas l'enfant comme un justiciable particulier. L'enfant est un justiciable, il faut le traiter comme tel, qu'il soit victime d'ailleurs, ou coupable, ou accusé, avec cette seule nuance que bien sûr c'est un enfant. Il n'est pas complètement construit aussi. Voilà, et qu'il faut le traiter comme un enfant. Oui. Qu'il faut le traiter comme un enfant. Par exemple, il y a une règle que je trouve très judicieuse, particulièrement adaptée, qui veut qu'on enregistre les dépositions d'un enfant, quand il est notamment une victime, pour lui éviter d'avoir à répéter à plusieurs reprises au cours de la procédure les mêmes faits, les mêmes choses,
et donc d'avoir à revivre, avec tout le traumatisme que ça engendre, éternellement la même situation. Voilà une très bonne mesure. On le traite en victime, mais on le traite en victime particulière. C'est un enfant, et autant on lui évite de revivre ce traumatisme, et mieux c'est. Alors, c'est pas forcément la position de tous les magistrats qui disent que finalement, en faisant répéter un enfant, on va pouvoir voir s'il ment ou pas, ou s'il est manipulé, Oui, et qu'un seul enregistrement voilà, va limiter le constat. C'est possible aussi, et c'est ce qui montre bien qu'en la matière, il n'y a pas de recette miracle, que l'œuvre de justice est par définition une œuvre très complexe, et il faut se méfier des gens qui ont des recettes toutes faites. Il n'y a qu'à, il faut. Il ne faut pas de systématisme. Hein, d'après vous, il ne faut aucun systématisme dans le recueillement de la parole de l'enfant, d'ailleurs. Oui, je pense que il n'y a aucune raison particulière de traiter l'enfant, qu'il soit prétendument victime ou prétendument coupable, autrement qu'on traite un adulte, sous la seule réserve, je le répète, de l'adaptation éventuellement de certaines règles à la fragilité qui est la sienne, à l'immaturité qui est la sienne, etc. Donc tout ce qu'on pourra faire dans ce sens est a priori le bienvenu, mais il y a la parole des enfants, mais il y a la présomption d'innocence aussi. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'affaire d'Outreau, qui a fait tant de bruit, très médiatisé, on le sait, c'est peut-être justement le problème, par rapport d'ailleurs au nouveau comportement des acteurs dans la justice, des magistrats, des avocats, des experts, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? C'est difficile à dire parce que est-ce que véritablement l'affaire d'Outreau a engendré une modification des comportements, voire des mentalités? Je n'en suis pas persuadé, sauf peut-être par exemple dans la façon dont on recueille les dépositions des enfants. Je crois qu'au sein des gendarmeries, au sein des commissariats de police, il y a eu un très gros effort de formation qui a été fait, et je pense que ça c'est quand même une conséquence positive de l'affaire d'Outreau. En revanche, est-ce que l'affaire d'Outreau empêche certains avocats, par des questions qu'ils posent, d'essayer de déstabiliser des enfants victimes? Je ne crois pas. Est-ce que les magistrats ont changé leur comportement? Oui, peut-être, parce qu'ils ont été tellement en position d'accuser après l'affaire d'Outreau que, éventuellement par une sorte d'effet d'autocensure, ou je ne sais comment l'appeler, ils ont éventuellement modifié leur approche. Ça c'est possible, mais je ne suis pas forcément le mieux à même pour en juger. Oui. D'après vous, qui seraient les responsables de ce fiasco d'Outreau? Fiasco dans les deux sens, puisqu'en fait on a des victimes de pédophiles qui n'ont pas été reconnus en tant que tels, ou on n'a pas en tout cas trouvé les responsables, oui. On n'a pas eu les vrais responsables, et on accusait des gens qui n'étaient pas responsables. Donc on peut dire quand même que c'est un fiasco, il ne doit pas être unique dans l'histoire de la justice, mais bon. Alors oui, c'est effectivement un fiasco, mais d'une certaine manière, il y a erreur judiciaire et erreur judiciaire, parce que je suis très frappé par exemple d'entendre des journalistes invoquer l'erreur judiciaire parce que quelqu'un qui avait été condamné au premier degré a été relaxé en appel. Et on présente ça comme quelque chose d'insupportable et comme un échec majeur de la justice. Mais c'est tout le contraire. Une justice qui sait reconnaître qu'elle s'est trompée est une justice à laquelle on peut faire confiance. Dès l'instant qu'elle a elle-même mis en place des procédures, et les voies de recours en sont, qui permettent précisément de revenir éventuellement sur une erreur. Enfin, il y a parfois dans la presse une manière de présenter l'erreur judiciaire qui personnellement me laisse un peu incrédule, d'autant plus que cela vient d'une corporation dont j'ai pas souvenir qu'elle ait reconnu très souvent ses erreurs. Par exemple, dans l'affaire d'Outreau, faut-il rappeler que les mêmes journalistes qui, dans un premier temps, se sont déchaînés contre certains des mises en examen, au point d'ailleurs de révéler leur identité, de l'écrire noir sur blanc, les mêmes journalistes, quelques temps plus tard, se sont déchaînés contre la justice et les erreurs qu'elle avait commises. Je n'ai pas vu beaucoup d'organes de presse stigmatiser cette volte-face assez peu glorieuse. Et là, il y a des problèmes de déontologie, mais enfin, la déontologie
fréquemment bafoué, hein, Oui. chez les journalistes, il ne faut pas l'oublier quand même. Parce que si vous parliez de ça, pour des simples petites affaires en correctionnel, la PQR, les journaux locaux, publient très souvent les noms des mises en cause. Hein. Oui, oui. Mais, alors, pour en revenir à l'affaire d'Outreau, je crois que cette affaire d'Outreau a été l'occasion pour toute une série de gens de régler des comptes avec la justice. Je ne dis pas que l'affaire d'Outreau est exemplaire, on s'en fout, ce serait ridicule. Mais d'une certaine manière, que la justice ait proclamé l'innocence de gens qu'initialement elle avait accusés, c'est la preuve de son bon fonctionnement, et non pas la preuve d'un fiasco. Ce qui a été très pénible dans l'affaire d'Outreau, c'est qu'on a maintenu en détention provisoire pendant une très longue période des gens qui en définitive ont été reconnus innocents. Cette proclamation de leur innocence, c'est une bonne chose, c'est la preuve que le système fonctionne. Rien n'est pire qu'une justice dans laquelle on ne se tromperait jamais et où on refuserait de reconnaître qu'on s'est trompé. En revanche, ce qui a été insupportable dans l'affaire d'Outreau, c'est cette privation de liberté, cette détention provisoire qui a été très longue, avec toutes les conséquences qui s'y sont attachées, des familles qui ont été déstructurées, brisées. Ça, oui, ça c'est le problème, autrement dit, de la détention provisoire, et peut-être du maintien en détention provisoire de gens qu'on aurait dû relâcher. Ça, oui, c'est une vraie difficulté. Mais l'affaire d'Outreau a été aussi montée en épingle par deux catégories de personnes qui ont beaucoup de poids dans ce pays. Des journalistes et des hommes politiques. Les juges d'instruction ont un talent tout à fait exceptionnel, c'est celui de se rendre antipathique à des gens qui ont une puissance considérable. Ils se sont rendus antipathiques auprès de la presse lorsqu'un juge d'instruction a eu l'outrecuidance d'envoyer 2 gendarmes chercher un journaliste qui ne répondait pas à ses convocations. Et ensuite, ils ont eu l'outrecuidance d'envoyer des hommes politiques en prison pour d'autres raisons que la satisfaction de leur curiosité. Il y a eu un certain nombre de scandales politico-financiers où les juges d'instruction ont montré qu'ils étaient indépendants. Inutile ici de rappeler les noms d'hommes politiques qui ont été condamnés, tout le monde les connaît. Et ça, je pense que dans le personnel politique, on en a gardé la mémoire. Et l'affaire d'Outreau, d'une certaine manière, ça a été l'occasion pour tout cela de régler des comptes avec la justice et tout spécialement avec le juge d'instruction. Il m'a été rapporté que certains journalistes qui ont suivi l'affaire d'Outreau disaient à qui voulait l'entendre, on n'est pas là pour l'affaire d'Outreau, on est là pour voir la mise à mort du juge d'instruction. C'est une conception un peu particulière peut-être. Quelles sont les missions de l'Institut de criminologie que finalement le grand public ne connaît pas? Alors l'Institut de criminologie, c'est une institution qui a une longue existence maintenant. Il y a des universitaires très célèbres qui s'y sont succédés. C'est un institut qui est rattaché administrativement à l'université Paris II, même s'il s'appelle Institut de criminologie de Paris tout court, et non pas de Paris II, mais il est rattaché à cette université Paris II. Comme tout institut universitaire, il a différentes missions. D'abord, il délivre des formations, des enseignements. On appelle cela dans notre jargon des certificats, certificats de criminologie, certificats de sciences criminelles, avec donc des étudiants qui sont là, qui suivent des cours, qui passent des examens. Des cours qui sont, c'est une spécificité de l'Institut, pour la majeure partie d'entre eux, donnés par des professionnels qui viennent à côté de leurs tâches écrasantes, souvent, dispenser des enseignements sur ce qu'est leur pratique professionnelle, des cours de médecine légale, des cours de psychiatrie criminelle, des choses de cette nature. Ensuite, l'Institut effectue des recherches universitaires, on y soutient des thèses, on y soutient des mémoires, on y fait parfois des enquêtes. Et j'ai, ce faisant, me semble-t-il, fait le tour un peu de toutes les missions de ce vénérable organisme universitaire que j'ai l'honneur de diriger. Oui, alors en Europe, il y a d'autres organismes de même type. Donc vous avez des échanges avec... Oui, on a des échanges avec des collègues étrangers, italiens, allemands. Récemment, j'ai été saisi d'une demande par un collègue polonais. Nous avons reçu des délégations chinoises, enfin un peu de tous les pays du monde.
Et il y a en France des instituts qui ne s'appellent pas forcément instituts de criminologie, mais qui font un travail tout à fait comparable. Il y a par exemple plusieurs instituts dits de sciences criminelles, Oui. où on enseigne aussi la criminologie, et où on enseigne, comme on le fait dans cette maison, le droit pénal, la procédure pénale. Parce que, évidemment, entre la criminologie et le droit, il y a, ou il devrait y avoir des passerelles.